Précédemment, dans le système. Je m'appelle Valentine, j'ai 33 ans et je suis magistrat. Et à l'audience, je suis le ministère public. Je prends la parole au nom de la société et je requiers une peine, c'est-à-dire que je propose la peine qui me paraît la plus adaptée. La prison, finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup dans le quotidien et qu'on connaissait pas. Et donc, je pense que c'est fondamental, déjà quand on est magistrat, de visiter les prisons de son ressort, parce que du coup, c'est là où on va envoyer les gens. Mais aussi, je trouve, pour sa connaissance personnelle, moi je pense que d'une manière générale, tout le monde devrait voir ce que c'est une prison. Je m'appelle Karim, j'ai fait 8 mois dans une maison d'arrêt. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même les cris, pas forcément des cris de douleur, de mec qui se fait poignarder dans sa cellule, mais que ça gueule tout le temps. Ça gueule tout le temps. Plus le bruit des grilles, c'est le bruit omniprésent. T'es jamais au calme. Et ça, c'est fatigant grave, c'est fatigant de ouf. C'est le bruit qui m'a marqué, ouais. Très particulier, très particulier. Quand on porte l'uniforme la première fois, ça nous donne une certaine dignité. Cet uniforme-là va nous apporter du respect et on doit le respecter aussi, nous, de notre côté, pour ne pas dégrader justement ce qu'il représente. Je m'appelle Sophie, je suis surveillante pénitentiaire. La plupart du temps, les personnes sont surprises que je fasse ce métier-là justement parce que je suis une femme, je pense, parce que j'ai peut-être pas forcément le gabarit auquel on s'attendait pour faire ce métier-là. Mais après, ils voient que je suis une personne comme les autres, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, on en discute. Les gens s'interrogent du coup comment je suis rentrée dans ce métier-là, pourquoi je l'ai choisi, ou alors si ça me plaît, si ça me plaît pas. Les réactions par rapport aux détenus hommes qui sont face à moi, par exemple. Est-ce que je travaille exceptionnellement avec les détenus femmes ? Eh bien non, je travaille essentiellement avec les détenus hommes pour ma part. J'étais jeune et il me fallait à tout prix un travail. Je me suis donné une date butoir, enfin un anniversaire butoir pour trouver un travail dans lequel je pourrais évoluer et que je pourrais avoir tout le long de ma vie en fait. Et je voulais à tout prix être fonctionnaire pour avoir la sécurité de l'emploi. Et comme dans mon entourage, on tombe dans ce métier par le bouche à oreille. Moi, je connaissais justement des personnes qui y travaillaient. On m'a dit, passe le concours. Si tu le réussis, continue. C'est pas si mal, tu verras bien, tu gagnes ta vie, enfin... Donc, je me suis lancée. J'ai passé le concours que j'ai réussi. Et c'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Il y en a qui arrivent, ça se voit sur leur visage ce qu'ils ont fait. Quand les personnes incarcérées sont trop mielleuses, on sait très bien ce qu'elles ont fait. Après, pour certains, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, et effectivement, on peut se tromper. Mais au fur et à mesure des années, on se trompe de moins en moins. Quand on a une personne en face de soi, on le ressent. On le sait pourquoi elle est là. Mais c'est au fur et à mesure des années, d'expérience, de vie aussi avec eux, on le ressent, on le sait. Tu sais rien, tu découvres tout avec les autres. Alors tu rentres, t'as la porte, tu rentres. De suite à droite, t'as genre une mini alcôve avec avec les toilettes et le lavabo. Moi, j'ai connu, il y avait encore les portes saloon, tu sais, qui marchaient, là, s'arrachaient, donc avec un drap, on a fait un rideau. Donc dedans, t'as la douche, les toilettes et le lavabo. Ensuite, t'as les 2 lits superposés dans la longueur. Et en face, tu as la télé, le frigo et le matelas pour le mec qui dort par terre. Et la table et 2 chaises. 9 mètres carrés. Tu te l'as fait, là, dégo. Ça va pas chercher bien loin, hein. C'est souvent des posters de bagnole, des trucs de Joule, des trucs de meufs, voilà, c'est tout. Il y a des mecs qui dessinent quand même, des fois tu tombes dans des cellules où il y a des beaux dessins. C'est couleur HP, c'est couleur hôpital psychiatrique pour de vrai. C'est vert, et le plafond blanc. Les draps sont blancs. T'arrives la première nuit, souvent, moi j'avais pris des somnifères pour pouvoir dormir. Somnifères, il y a du shit au taquet, donc tu fumes. Première nuit, souvent tu t'endors de fatigue. Parce qu'en première peine, j'avais quand même mangé, comme c'était pour des stupes, j'avais mangé 96 heures de garde à vue. Donc j'étais crevé, j'ai dormi direct.
Mais seulement ce qui se passe, c'est que les 3-4 premiers jours, quand tu ouvres les yeux, tu crois que t'es chez toi, tu vois. Et t'as 2-3 secondes où tu te rends compte que t'es en tôle. Une journée type en détention. Alors, on commence à 7h moins le quart, à l'appel. C'est-à-dire que tout le monde va dans une salle où le premier surveillant fait l'appel de toutes les personnes qui sont là, voir si justement il y a des personnes absentes. Ensuite, donc, on va récupérer nos clés. On se rend dans les bâtiments. On est censé donc prendre ce qu'on appelle nos étages, puisque c'est un bâtiment sur 3 étages, sur 2 étages. Tout dépend comment est faite la structure. Chacun a son étage attitré, on va dire. Et là, la première chose à faire, c'est de faire l'appel de tous les détenus, voir si tout le monde va bien. Ça, c'est le principal. Voir si tout le monde va bien. Obligé de réveiller les détenus parfois pour savoir s'ils sont en vie. Parce qu'il y a parfois des personnes qui se suicident, pas forcément qui se pendent ou quoi. Ils se coupent tout simplement et ils laissent couler le sang. Donc, on ne le voit pas forcément de suite. Ouais, mais t'es obligé de t'adapter vite. T'es obligé de te mettre en mode tôlard de suite. C'est un ancien, moi, qui m'avait dit ça. Tu te lèves, tu plies ton lit et tu te rallonges pas dessus de la journée. Parce que sinon, tu vas cafarder, tu vas te faire une dépression. Tu te lèves, ta douche, ton café, enfin ta récorée, paf, petite routine qui commence et voilà. Il faut que, quand on fait l'appel le matin, que le détenu nous réponde. Et ça, c'est très important. Parce qu'une fois la porte fermée et qu'on est dans le rythme de tout ce qu'on a à faire dans la matinée, si la personne n'a pas répondu le matin, qu'on se rend compte à midi, il est déjà trop tard. On les compte également, voir si l'effectif est toujours le même, qu'il n'y a pas d'évadés, entre parenthèses. C'est important dans notre métier aussi, vérifier si tout le monde est là. Ensuite, bien généralement, vous avez des listes faites pour les personnes qui travaillent en prison, pour les personnes qui vont avoir des parloirs, aussi bien parloir famille que parloir avocat, pour des personnes qui vont à l'école, pour des personnes qui vont travailler dans les ateliers, mais aussi travailler sur les coursives. Ils font le ménage, ils distribuent le repas, ils font la buanderie. Vous aurez aussi des personnes qui ne feront rien. Donc celles-là, généralement, elles profitent des promenades. Si c'est promenade premier tour de 8 à 9, que tu as le temps, tu y vas. Sinon, c'est de 9 à 10. À savoir qu'ils ont droit à 1 heure de promenade minimum par jour. De toute façon, 1 heure minimum, c'est pas possible. Ils ont besoin de prendre l'air. Donc, généralement, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Après, les personnes choisissent si elles veulent sortir ou pas. Ce n'est pas une obligation. Une fois les promenades en place, on retourne voir s'il n'y a pas des retours de parloir, il n'y a pas des retours travailleurs, voir s'il n'y a pas des personnes qui ont besoin d'aller à l'UXA, voir le médical, aller au sport, par exemple. En fait, on n'arrête pas, on est toujours en plein mouvement. Toujours, tout le temps. On ne fait qu'ouvrir et fermer des portes tout le long de notre matinée. Et après ça va très vite. La gamelle arrive à 11h. 11h, 11h10. Là, vous distribuez le repas des 100 personnes qui attendent impatiemment d'avoir quelque chose à manger. Bien sûr, elles peuvent cantiner, mais pas tout le monde. Donc, ils attendent leur repas. Et là, vous faites le tour de la coursive des 100 personnes et vous ouvrez porte après porte. Et dans la foulée, vous avez l'infirmière qui arrive avec les médicaments. Midi et quelques, t'as les cachetons. Très important, les gens en parlent pas, ils font les fiers, mais tout le monde prend des cachetons. Tout le monde prend du Subutex et des trucs peu d'Evalium et des trucs pour dormir. Et là, vous pouvez passer les consignes au collègue qui va arriver à 1 heure moins le quart et lui dire comment s'est passée votre matinée, s'il y a une personne vraiment qui a besoin d'être plus surveillée que d'autres parce que ça n'a pas été, ou au contraire, tout est nickel, tout va bien. En gros, notre matinée, ou notre après-midi d'ailleurs, elles se ressemblent beaucoup. Seulement, la matinée passe plus vite généralement. Et après, t'as l'après-midi. L'après-midi qui est assez longue. Le temps, il faut le fractionner et il faut que ça soit tous les jours pareil. Comme ça, tu sais l'heure sans regarder la montre. Tu sais l'heure, on entend le chariot des oxy qui apporte la gamelle, en attendant le chariot de l'infirmière, parce que c'est tout au bruit. T'entends les matons parler, les cantines pareil. Voilà, il faut que tu fasses toujours la même chose. Sinon, tu pètes un plomb. Et voilà, et après 17h, t'as la gamelle, quoi. C'est tôt, quoi. Donc la gamelle, tu la manges pas de suite. Malgré que tu crèves la dalle. Je parle quand t'as pas encore tes mandats et que t'as pas encore tes cantines. Tu gardes un peu et puis t'essaies de cuisiner vers 7-8 heures pour pas crever de faim la nuit, tu vois. Alors, faut se rassurer de ce côté-là. Ils mangent quand même à leur faim. Peut-être que les rations étaient diminuées, mais il faut voir tous les repas qu'on jette à la fin d'une distribution. Je crois que les gens se rendent pas compte du gaspillage, de tout ce qui va à la poubelle. Donc on ne peut pas dire que ça a été diminué drastiquement. Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
pas du tout. Eh ben écoute, il t'ouvre la cellule, il te file les pains. Ah ça c'est à midi, hein, parce qu'il n'y a pas de petit déjeuner en prison. Il te file le pain pour la journée, tu donnes les assiettes, là ils te mettent ce qu'il y a, et puis le dessert, une pomme, un petit fromage ou un petit truc comme ça. Et voilà, c'est ça un plateau repas. Mais les dosages ils sont nains, t'as faim, t'as un petit truc comme ça, je sais pas. Hein. Après, les détenus ne prennent que ce qu'ils veulent prendre. On leur impose pas de prendre ça, ça ou ça. S'ils n'ont pas envie de viande, s'ils n'ont pas envie de légumes, ils prennent ce qu'ils veulent. On leur propose toujours des légumes, enfin un plat entre parenthèses équilibré, hein, forcément. Après, c'est pas de la grande cuisine, mais ils ont à manger. Ils ont à boire. Ouais, et puis c'est pas bon. L'été, t'as beaucoup de trucs froids. C'est genre des macédoines. Une macédoine, ils vont t'en mettre une plâtrée avec un dos de cabillaud froid. C'est sans goût, sans sel, sans rien. T'es dégoûté, quoi. Alors, si t'as pas continué la plaque chauffante, la casserole, l'huile d'olive, les oignons, les ci, les ça, bah, tu manges de la merde, quoi. T'as faim. Moi, c'est ce qui m'a choqué la dernière peine, c'est que j'ai crevé de faim pendant un mois. Ils ont du pain tous les jours. Ils ont un petit déjeuner. S'ils perdent du poids, c'est peut-être parce qu'ils sont malades. Peut-être qu'ils font la grève de la faim. Certaines, effectivement, perdent du poids chez nous. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais on ne peut pas dire qu'on les affame. C'est pas vrai. Faut démerder avec ce que t'as à la gamelle et ce que t'as à cantiner et puis essayer de te faire ta tambouille comme ça. Selon tes moyens, cantiner, t'as la cantine épicerie, tabac, produits frais. Et puis après, les autres trucs comme les piles, les ampoules, les DVD et tout ça. Bah, nous, on cantinait beaucoup de ricoré, des pâtes, oignons, crème fraîche. C'est une base, comme ça tu peux accommoder avec la gamelle. Un pot de Nutella de temps en temps, du sirop. T'achètes une plaque à induction qui coûte 40 balles. Et la casserole qui coûte 30 balles. Parce que ça, faut le dire aussi, il faut payer les choses. La télé, tu la payes, le frigo, tu le payes aussi. Donc voilà, et si t'as pas ça, tu fais une mauvaise détention, quoi. Ouais, bah tu cuisines. Tu cantines un peu de farine, un peu de beurre, tu fais une petite pâte feuilletée. Voilà, tu coupes 3 pommes, un peu de sucre, tu rajoutes de la pâte dessus, puis tu te fais une petite tarte comme ça, tu vois. On voulait faire cuire un gâteau, mais tout doucement. Donc sur la plaque induction, on a mis des boîtes de thon pour que ça diminue la chaleur. Seulement, il y en avait une qui était pleine. Elle a pété, donc ça a explosé. Il y a eu du thon, la tomate dans toute la cellule et ça fait gicler la pâte qu'on était en train de faire cuire dans toute la cellule. Un gros dégât, gros dégât. T'es dégoûté d'avoir gaspillé ta bouffe. T'es dégoûté. Dégoûté de chez dégoûté. Et puis de le nettoyer aussi, t'es dégoûté. Tout ce que nous, on peut faire au four, eux, ils le font sur une poêle avec un chauffe-plat. C'est incroyable. Ils vous font des gâteaux, ils vous font tout. Hein. Ils sont très bons cuistots, du coup. C'est impressionnant. Ils réchauffent des plats, ils les transforment. Ils se font leurs petits plats personnels, ouais. Des mecs qui ont fait des pizzas, des mecs qui ont réussi à scier le grillage en galva du truc pour faire passer les plus gros yo-yo. Des mecs qui faisaient des macroudes avec 2 poils. Ouais, il y a des talents en prison. Ouais. Non, il y a des cellules où ça sent très très bon, où il y a des gâteaux, où ils vous proposent des gâteaux, où ils vous proposent des choses qu'ils ont fait maison, enfin maison, où ils ont fait cellule. Oui, parfois ça sent bon sur la coursive et c'est mieux ça qu'autre chose. Il y a plusieurs sortes pour faire de l'alcool. Soit tu prends des fruits que tu vas peler, laisser macérer avec des miettes de pain secs qui serviront pour la fermentation. Tu mets du sucre, du jus, beaucoup de sucre, et tous les jours, tu sais, ça fait une pression. Tu ouvres pour que ça fasse tchit, et au bout de 3 semaines, t'as une sorte de torboyau, quoi. Si t'es bien branché avec les mecs des cuisines, là, t'as la levure de cuisine, tu mets dans du jus d'orange avec du sucre, et là, t'as un bon petit truc. Un bon petit punch. Ils ont beaucoup d'imagination parfois, mais ils ont beaucoup d'idées en tête. Hein. Pour faire des antennes, ils prennent des fourchettes. Pour faire des... qu'est-ce que j'allais vous dire ? Avec des sacs poubelles, ils vous font un sac à main. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils tressent et tout ça. En fait, ils développent beaucoup leurs imaginations quand ils sont incarcérés. Et ils inventent toujours des choses pour ranger leurs chaussures. Hein. Ils vont découper un drap. Bon, ils ne devraient pas se faire, mais... Et du coup, ils vont faire des poches pour ranger leurs chaussures, hein, des choses comme ça. Un yo-yo, c'est un bout de plastique ou de ficelle ou de drap déchiré qui permet de faire passer des choses de cellule en cellule. Et pour éviter les yo-yo, ils ont mis des grillages en galva devant toutes les cellules. Donc on arrive quand même à faire des yo-yo, mais on fait passer des plus petits trucs.
Si quelqu'un bloque ou casse le yo-yo, c'est mauvais ça. Il se fait péter la gueule. Ah, ça faut pas le faire. Faut pas le faire. Tout le monde peut en avoir besoin. T'auras toujours besoin des gars à côté de toi, au-dessus de toi, ou en dessous, et inversement. Donc les mecs qui bloquent le yo-yo pour dire « Oh, bah ton shit il est tombé par terre » et tout ça, bah ça marche pas, non. Le yo-yo, c'est pas une ligne de vie, mais c'est un truc vraiment indispensable. Indispensable. Alors tu demandes pas au mec en haut, tu lui dis « Envoie-moi un papier, je t'envoie un fax ». Et tu lui écris ce que t'as besoin. Tu gueules pas, ouais, il me faut du shit, il me faut... Sinon tous les mecs autour de toi, ils vont te gratter. Les mecs de dehors, ils balancent des petits colis de shit, de produits... Même de la viande hachée, même des épices, de tout, des téléphones, beaucoup de téléphones. Parce que maintenant, les transactions, elles se font par PCS. Par exemple, il y a un mec qui vend du shit. Moi, je veux lui prendre 50 € de shit. J'appelle un pote à moi qui me donne un numéro PCS. Je vais le donner au gars. Le gars, lui, il faut qu'il ait un téléphone pour vérifier le numéro du PCS. Et une fois qu'il a validé, il me paye. Il me donne. Alors ça, je te raconte pas les arnaques qu'il y a avec ça, parce que c'est une suite de chiffres, tu sais. Là, les embrouilles, elles partent beaucoup à cause de ça. Des mecs qui donnent des faux chiffres, qui prennent le shit, et puis après, voilà. Faut savoir que quand le tabac, il arrive le jeudi, si le dimanche, t'as pas de tabac, il y a des mecs qui vendent des paquets de Marlboro à 25 €. 50 €, t'as 2 paquets de cigarettes. Un demi-gramme de cocaïne, ça peut te coûter 100 €. Alors ça vaut 30 balles. 50 grammes de shit, t'as 20 € en fait de shit. Tout est multiplié. Moi j'ai vu des mecs qui faisaient des 1500 € par jour de PCS avec des demi-plaquettes de shit, tu vois. Et parce qu'ils ont 7-8 gosses, ils font vivre leur famille dehors. Des mecs qui font du business. Du business en tôle, ouais, qui font beaucoup d'argent. Et ça m'avait impressionné quand même. Tous les jours, il y a des fouilles de cellules qui doivent être faites. C'est généralement les chefs de détention ou les directeurs qui décident de telle cellule à fouiller. Ou alors, on peut également demander à fouiller une certaine cellule parce qu'on suspecte quelque chose. Ouais, ils ont rencontré des mecs surprenants, hein. Des mecs intelligents, intellectuellement surprenants. Hein. Un gros voyou, tu vois, j'avais un livre de Céline, le gros voyou de promenade, tu vois. Et puis il me dit, ah, tu lis Céline, toi, moi aussi, nani, nanon, on a commencé à parler. Et puis il m'a pris d'amitié, puis un jour il dit, il y avait plein de mecs, il me prend par l'épaule, il dit on ne peut que respecter un gars qui lit Céline. Donc toute la promenade m'a vu avec le boss de la promenade, donc c'était réglé. Lui c'était du Dostoïevski et tout ça, c'était un voyou, mais bah, le mec avait 60 ans aussi, c'était un voyou à l'ancienne, ça n'existe plus les mecs comme ça. Donc toutes les petites embrouilles que j'ai eues, il les a réglées, sans même que je lui dise. Tu vois, il a eu l'élégance de truc. Et voilà, mais ouais, t'as des mecs intelligents, t'as des mecs, ouais, surprenants. En fait, notre rythme, à peu près, c'est soir, matin, nuit. Repos 2 jours, voire 3 jours. Donc le soir, vous commencez à midi 45 pour finir à 18h45. Donc 2 soirs comme ça. Le matin, vous commencez à 7h moins le quart pour finir à 1h moins le quart. Et la nuit, vous embauchez à 18h45 pour finir à 6h45 le matin. Bah, le soir, les 3/4 des mecs, ils regardent TPMP. Oui, maintenant les gens, c'est Hanouna. À l'époque, c'était Plus belle la vie, maintenant c'est Hanouna. Et ça dure 3 heures et quelques, je peux te dire que ça, c'est insupportable. Voilà, tu fous rien, moi je bouquinais un peu, tu fais ta lessive... Tu fais rien, tu fumes des pétards. Alors ça, oui, pour fumer des pétards, tu fumes des pétards. Tu fais 2-3 yo-yo s'il te manque quelque chose. Et voilà, tu fais rien. Rien. Un rythme très fatigant à la longue, au fur et à mesure des années. Épuisant, surtout les matins-nuits, où on a vraiment du mal à récupérer. J'allais vous dire que c'est même interdit, puisque normalement, on a toujours le droit à 12 heures de repos entre chaque poste. Quand vous commencez à 7h moins le quart jusqu'à 13h et que vous devez revenir à 19h jusqu'à 7h le lendemain matin, on est plus irritable. C'est un rythme très, très fatigant, très éreintant. Vous venez d'écouter Le Système, un podcast d'Élise Costa et Mathilde Largetot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. La musique est signée Arnaud Denzler.